Aucun gouvernement dans l'histoire du Québec n'a fait autant d'efforts pour aller recruter des travailleurs temporaires à l'étranger depuis que vous êtes au pouvoir, depuis 2018. Aujourd'hui, on est devant Promis, un OBNL qui donne des services d'accueil et d'intégration aux nouveaux arrivants. Je trouve qu'on parle souvent d'intégration et de francisation dans les médias, mais on parle rarement aux acteurs de ce milieu. Aujourd'hui, bienvenue dans une immersion dans le monde de l'intégration et de la francisation au Québec. Tu vois une volonté de faire partie du Québec, à devenir québécois. Je vois ça tous les jours. C'est ça. Tous les jours, c'est ça. Et je pense, ces exemples-là aussi, comme l'implication bénévole, l'implication des gens, comme je te dis, qui partent d'un client impliqué et ensuite que moi, j'adore travailler avec des gens que j'ai connus il y a plusieurs années. Une des premières familles que j'avais eues de la Tunisie, c'était un couple de médecins. Et elle a fait tout le processus qui a été très long pour redevenir médecin. Quand elle était acceptée, qu'elle pouvait recevoir des familles, elle m'a appelé me dire « Si tu as des gens à me référer, tu m'appelles. Et la première personne que j'ai référée, c'est ma fille. Puis depuis ce temps-là, elle est toujours sa cliente. Wow. Sa patiente, je pense qu'on dit. Donc, fait que pour moi, j'y croyais vraiment. Puis quand elle m'a vue avec ma fille, ben, elle a pleuré. C'était, je te l'avais dit, je te croyais que tu redeviendrais médecin et que tu ferais partie du Québec. Mon nom est Delfino Campanile. Je suis directeur général de Promis depuis, ça fait maintenant 15 ans, près de 15 ans. C'est quoi en fait Promis? Mais Promis, c'est un organisme d'aide aux personnes immigrantes et réfugiées. On existe depuis 1988, sur plus de 35 ans d'existence. Et on vient en aide sur différents enjeux pour les personnes immigrantes qui viennent s'établir à Montréal. Tous les statuts confondus. On offre des services, évidemment, qui vont de l'accueil à l'intégration, des services d'aide à l'emploi, de francisation. On donne un soutien aux familles qui ont des difficultés particulières. On travaille aussi avec les écoles de notre secteur pour soutenir les enfants qui sont dans les classes d'accueil et autres pour leur cheminement scolaire avec notre soutien scolaire. On a aussi un projet qui travaille sur l'action alimentaire avec les familles et un nouveau projet dans les 2 dernières années qui fait la promotion et travaille avec les personnes intéressées à développer des projets d'entreprise. Alors, c'est un service qui s'adresse à l'entrepreneuriat immigrant. Et nous avons aussi, à l'intérieur de notre bâtiment, une résidence de 220 chambres qui s'adresse surtout à des étudiantes internationales ou des femmes résidentes permanentes qui auraient besoin d'un pied d'accueil. L'interculturalisme en lieu et place du multiculturalisme, à la défense de la laïcité, du français et des valeurs québécoises, le dernier projet de loi du ministre de la langue française se veut une sorte de contrat social entre l'État et les nouveaux arrivants, une façon d'assurer qu'ils s'intègrent à la culture québécoise. Jean-François Roberge se défend d'exploiter la fibre identitaire des électeurs et évoque plutôt un besoin de mieux encadrer le quotidien des nouveaux arrivants qui s'installent au Québec. Bonjour, je m'appelle Apurva, j'ai 25 ans et je suis à Québec, c'était depuis 2 ans. Depuis 2 ans, oui. Oui. Et j'ai fini mes études à l'Université Concordia 7 décembre. J'étudie master de l'ingénierie logicielle. Wow! Ah oui. C'est comment l'apprentissage du français, comment ça se passe? Ça fait combien de temps que tu suis les cours de francisation? Oui, je connais un peu de français avant de venir au Québec. C'est bon, après j'ai assisté le cours avec mes filles à Promis. C'est très facile. Fait que ça fait pas si longtemps que tu suis les cours de français. Avant de venir, c'était, je pense, 5 ou 6 mois d'apprendre le français en Inde. Ta volonté d'apprendre le français, c'est pour participer à la société québécoise, c'est ça? Oui, et aussi, c'est la raison première, mais après c'était amusant
d'apprendre le français, oui. J'aime beaucoup. Puis est-ce qu'avec l'apprentissage du français, tu découvres la culture québécoise, francophone, Oui, oui. la musique, tout? Oui, je veux voyager Au Québec. au Québec, au Canada, en France, surtout, partout. Depuis les dernières années, là, on peut voir avec les différentes données sur l'accueil surtout des travailleurs temporaires, il y a quand même une croissance qui est importante. On a des discours qui veulent qu'on réduise ce nombre-là. Est-ce que cette croissance-là, surtout des travailleurs temporaires, ça se sent chez Promis dans la demande chez vos services? Est-ce que vous sentez que vous êtes quand même beaucoup demandé puis que ça déborde un peu? Parce qu'on a souvent ces discours-là dans les médias que les ressources en francisation ou les ressources en accueil et intégration sont débordées puis les gens ont de la misère à offrir des services. Oui, c'est sûr que dans les dernières 5 ans, on a vu une montée importante là, de travailleurs temporaires qui viennent nous consulter. Peut-être en 2019, s'il y en avait 5 à 6 c'était beau. On est maintenant rendu à un tiers de notre clientèle qui sont des travailleurs temporaires. Alors, dans ce contexte-là, c'est sûr que ça a été une montée importante, mais les gens sont quand même soucieux là, d'avoir de bonnes informations pour voir dans quel contexte là, qu'ils peuvent s'organiser, dépendant du statut qu'ils ont, contrat ouvert ou contrat fermé. Mais c'est important pour ces gens-là aussi d'avoir les services nécessaires parce que certains d'entre eux ont aussi l'intérêt de voir comment ils peuvent faire le saut pour devenir des résidents permanents puis rester sur une base permanente au Québec, qui est une bonne chose à ce niveau-là. Il faut dire que malgré le fait que à la fois le Canada et le Québec ont regardé la possibilité que les travailleurs temporaires pouvaient aider à combler les besoins de main-d'œuvre pour les entreprises, nous, on est plus d'accord que ça peut soutenir à court terme, mais on mise énormément, nous, en termes de positionnement, pour qu'on ait plus d'immigration permanente, des gens qui sont engagés à rester, à développer et à aussi pourvoir aux besoins là, des entreprises et des autres aspects là, de la société québécoise. Puis à côtoyer quotidiennement les gens qui arrivent ici, qui veulent faire leur vie ici, peu importe le statut, est-ce que tu observes comme une volonté claire à faire partie de la société québécoise, à se revendiquer même d'être québécois? Ça, c'est une très bonne question, parce que c'est même moi qui est troisième génération italo-québécois. C'est une question de comment tu travailles avec les gens un projet d'intégration, parce que les gens viennent au Québec, Canada, au Québec, puis ils découvrent effectivement la nouvelle société, mais ils ont des intérêts importants. Ils voient ça comme étant un lieu de répondre à certaines aspirations qu'ils ont avec des nouvelles opportunités. Les gens veulent savoir un peu comment s'organiser avec tous les régimes publics, puis le cadre de notre question du logement et les autres services. Mais en même temps, à moyen et long terme, les gens veulent savoir comment que je vais trouver ma place à l'intérieur du Québec. Puis c'est là-dessus que nous, on veut beaucoup développer et structurer une approche pour les autres qui va être gagnante. Parce que c'est sûr que les gens ne peuvent pas devenir Québécois de souche, mais en même temps, ils peuvent devenir Québécois par adoption, d'avoir choisi de venir ici. Puis c'est de savoir que il y a une histoire ici pour ce territoire, il y a une culture, il y a une langue commune, il y a des façons de faire. Et on travaille beaucoup avec eux pour que les gens puissent se situer à l'intérieur de ça. Et on espère avoir une appréciation du Québec qui est un peu plus que simplement savoir comment naviguer les services. Mais c'est à long terme que ça se travaille. On voit donc une réelle explosion du nombre d'immigrants temporaires, c'est pas rien. Car le nombre d'immigrants temporaires, toutes catégories, est passé de 300 000 en 2021 à 600 000 en 2024. J'ai la responsabilité de réduire le nombre d'immigrants, en particulier à Montréal, pour protéger le français. Qu'est-ce qui t'a donné l'envie de travailler à l'accueil des nouveaux arrivants? Oh mon Dieu, j'ai toujours travaillé avec les familles ou les concertations. Puis là, quelqu'un avec qui j'avais travaillé m'a demandé de venir voir. Puis j'ai dit, je connais rien à l'immigration. On m'a dit, c'est pas grave, tu connais les familles, viens, et tu connais le Québec. Puis qu'est-ce que tu fais exactement chez Promis? Moi, je suis conseillère en intégration sociale et chef d'équipe pour le soutien aux familles. Fait que quotidiennement, ça accompagner des familles à travers... C'est ça, c'est accueillir les familles qui sont dans le besoin. On a des gens de tous les statuts. Pour le soutien famille, on a des ateliers thématiques qu'on fait régulièrement. On a des activités familiales, comme tout à l'heure, on s'en va à la maison théâtre avec qui on est partenaire. Donc, on a une vingtaine d'enfants, de personnes qui vont venir avec nous pour découvrir le théâtre. Et avec autant d'expérience à travailler dans l'immigration, dans le sentiment populaire, il y a quand même un cynisme par rapport à l'immigration qu'on entend comme dans l'espace public depuis des dernières années. Puis toi, une personne qui œuvre dans ce domaine-là, c'est quoi toi, est-ce que travailler quotidiennement avec des nouveaux arrivants, ça te rend cynique? Est-ce que tu as une vision qui évolue négativement ou c'est
Non, pas du tout. Moi, je vois tellement de belles personnes, de générosité, de gens qui ont besoin, mais qui veulent aider les gens, qui veulent s'impliquer, qui cherchent du travail. Moi, je les vois pas. Bon, ce que toi, tu parles, c'est plus comme le vision de profiteur. Ça, je rencontre presque jamais de gens qui sont comme ça. Ça va être juste des fois dans des périodes comme les paniers de Noël, tout ça, là. Mais je vois des gens qui veulent vraiment s'intégrer, qui ont besoin de rencontrer des gens d'ici et de participer. Fait que souvent, bon, ils vont recevoir des services, mais ils vont finir, ils vont s'impliquer ici ou ailleurs. Et j'en ai plusieurs qui sont maintenant des intervenants dans différents organismes du quartier ou d'ailleurs, même des directrices d'organismes et de tables de quartier en ce moment. Puis... Fait que voir l'évolution, tu sais, dans ces 24 ans-là, je pense, de voir les gens qui arrivent et toute leur évolution. Et il y a plusieurs que j'ai toujours des nouvelles d'eux. Après des années, voir comment ils se sont bien intégrés, bien, c'est très, très agréable et motivant. C'est ça, puis je pense qu'on n'est pas souvent en contact avec ces histoires-là qui... Oui, puis on devrait l'être plus, de ne pas toujours voir ce que des fois les médias vont nous montrer qui est le côté négatif. Exact. Je pense que le chemin Roxham aussi, tout ce qui est arrivé a beaucoup contribué à cette vision-là, mais quand les gens, moi je raconte aux gens ce que je vois, les belles réussites, les belles expériences, les belles personnes que je rencontre, que ce soit autant les personnes que je rencontre que les bénévoles, que les gens qui veulent s'impliquer. Les gens au Québec veulent beaucoup aider aussi. J'ai une dame qui vit à la campagne, qui tricote des choses, elle écrit un petit mot sur chacun des trucs, des choses, et pour accueillir les gens. On a plein de gens qui veulent nous aider comme ça. C'était en mars 2023. Des demandeurs d'asile affluaient vers le point d'entrée irrégulier du chemin Roxham, alertés par sa fermeture. Des policiers les accueillaient ainsi depuis 6 ans. 1 an plus tard, c'est le calme plat. La GRC a même démantelé ses installations. Puis ce serait quoi pour les prochaines années, les plus gros défis là, avec... à Promis, mais juste en général que tu observes, toi, qui est dans ce milieu-là? Bien, en ce moment, la crise de logement, la crise de logement qui amène pour tout le monde, mais pour les gens qui viennent d'arriver, qui n'ont pas d'argent, qui n'ont pas de contact, qui n'ont pas d'amis, de famille qui peuvent leur donner des contacts pour des logements. Je pense que ça, c'est un gros défi. Là, tous les changements aussi qui se passent au niveau des coupures de gouvernement pour... les services, les permis de travail, tout ce côté-là, bien, ça fait de moins en moins de services aux gens qui sont offerts. Fait que je pense qu'on ait la chance de pouvoir vraiment bien aider les gens à s'intégrer et qu'il y ait des services pour eux, qu'on peut leur sortir. Nos services, mais aussi au niveau gouvernemental. Jean-François Roberge a fouillé dans les tiroirs du ministère de l'Immigration pour transférer de l'argent en éducation. Ça a pris, 7 semaines là, pour faire l'opération de réallouer les sommes d'un secteur à l'autre. Je pense que c'est raisonnable. Il a finalement trouvé 10 millions de dollars pour rouvrir les classes de francisation fermées dans les centres de services scolaires, faute de financement. Pour nous, ça a été une grosse surprise, c'est savoir que wow, ils ont été capables de trouver un peu d'argent pour régler une partie de la solution. Justement, à l'automne 2024, il y avait beaucoup dans l'actualité, on parlait des budgets en francisation, de certaines coupures de classe. Puis je sais qu'il y a une espèce de différence entre les services que Promis offre en francisation et les services que les commissions scolaires offrent. Puis juste parce que je pense qu'il y a beaucoup de confusion dans le public sur comment ça fonctionne, juste comme vulgariser ou expliquer c'est quoi la différence entre les services de francisation que Promis offre ou que la commission scolaire offre. Bien, c'est sûr que c'est pas la même chose parce que, tu sais, le milieu institutionnel, c'est sur les commissions scolaires, au milieu collégial, au milieu universitaire, tu sais, on a un cadre qui est différent du nôtre, plus le temps complet. Il est soutenu par le ministère pour ça. Le milieu communautaire est vu comme étant très complémentaire. Ça inclut Promis, évidemment. Alors, en ce moment, c'est beaucoup plus du temps partiel qui est offert à différents moments. Ça peut être le jour, le matin, l'après-midi, le soir ou la fin de semaine. Alors, tu sais, ça peut être aussi des horaires atypiques, sont plus typiques dans le milieu institutionnel. Et ça permet aux personnes immigrantes qui ont peut-être des contraintes en fonction d'un nouveau travail ou qui recherchent du travail, de voir que le temps partiel peut être quand même une réponse importante pour eux autres. Alors, dans ce sens-là, c'est ça qu'avec Promis qu'on développe.
Le Québec ne fait pas exception. L'immigration est un sujet qui préoccupe les pouvoirs publics. En Europe, la France notamment vient de serrer les règles dans une loi controversée. Aux États-Unis, les débats épiques, qui ne sont pas terminés d'ailleurs, au sujet de la frontière du Sud et ses demandes de migrants qui veulent entrer aux États-Unis. Et chez nous aussi, avec la pression migratoire qui existe bel et bien. Nous avons donc voulu prendre du temps ce soir pour en parler avec les chefs de parti. Marc Tanguay, chef intérimaire du PLQ, est avec nous. Gabriel Nadeau-Dubois, co-porte-parole de Québec solidaire. Paul Saint-Pierre Plamondon, chef du Parti québécois. Et Éric Duhem, chef du Parti conservateur du Québec. Bonsoir. Messieurs, bonsoir. Merci d'être là. Ma question, c'est aussi parce qu'il y a quand même un gros cynisme dans la société par rapport à l'accueil des immigrants, ou dans les médias, ou peu importe, plein de discours qu'on peut entendre. Puis moi, un des intérêts de venir ici, c'était de voir que, au quotidien, il y a plein d'histoires formidables de gens qui font ce choix de, comme tu dis, devenir québécois d'adoption. Puis ça, c'est de quoi que tu observes quotidiennement. Est-ce que travailler dans ce milieu, j'ai l'impression, à force de parler avec des gens ici, c'est que le cynisme, dans le fond, il n'est pas dans ce secteur-là. Chez les gens qui œuvrent quotidiennement, il n'y a pas du tout cette même énergie face à ce qu'on peut entendre. Non, je dirais que ça, c'est aussi une sorte d'obligation qu'on a, c'est de bien partager cette information-là avec les communautés où on se situe pour que les gens de la communauté générale, la population générale, voient qu'effectivement, les personnes avec qui on travaille ont un engagement pour rester. Puis ils veulent voir comment ils peuvent s'établir. Puis au Québec, quand même, on a la chance, avec le soutien qu'on reçoit pour les organisations comme la mienne, c'est de faire ce travail-là. Alors, les gens ne sont pas nécessairement laissés à eux-mêmes. Il y a une démarche qu'on essaie de structurer avec eux pour qu'ils se retrouvent. Puis que les gens dans la communauté générale, parce que les gens peuvent devenir membres de promis, les gens qui sont ici depuis longtemps ou les gens qui sont québécois de souche francophone ou anglophone, ils peuvent venir voir qu'est-ce qu'on fait, ils peuvent venir participer dans nos affaires aussi. Alors, c'est de dire que, dans le fond, les gens sont engagés à le faire. Puis au Québec, en général, il y avait un sondage qui a été fait au début de l'automne 2024 qui démontrait qu'il commence à avoir un peu d'inquiétude quant à l'immigration dans les provinces canadiennes, parce que c'est un pan-canadien. Mais c'était plus présent dans les, je pense, plus que 60% des gens qui s'inquiétaient, ça ne veut pas dire que c'était la compte, mais s'inquiétaient sur le niveau d'immigration dans le reste du Canada. Mais au Québec, c'était encore en bas de 50%. Puis, bon, c'est au niveau de 40-45%. Mais ça démontre que les gens peuvent s'inquiéter, mais en même temps, il n'y a pas encore cette vision-là de dire que ça devient quelque chose qui est problématique, ou que les gens viennent juste ici pour prendre des choses. Je pense qu'on est encore dans un contexte où on sait qu'on est capable de voir que les gens sont ici pour contribuer. Mais je pense qu'on a une obligation, comme je te dis, d'en faire plus part aux gens, que c'est ça que les gens veulent quand ils viennent nous contribuer. Le gouvernement Legault suspend la sélection de nouveaux immigrants permanents qui veulent s'établir au Québec. Ce moratoire va s'étirer au moins jusqu'à la fin du printemps prochain. Le gouvernement dit on veut se donner le temps de mener une enquête sur les seuils d'immigration. L'accès au programme de l'expérience québécoise, ceux qui utilisent notamment les étudiants étrangers diplômés, les travailleurs temporaires, sera fermé durant cette période. Est-ce que toi, tu vois vivre au Québec en français, ou tu es ici pour les études puis tu veux t'installer ici au Québec? Non, normalement les immigrants font ça, mais j'aime la culture ici, j'aime la région, et maintenant je parle bien français, je veux vivre ici. C'est parfait, c'est la meilleure conclusion. C'est bon, merci beaucoup. C'est tout? Ouais, c'est tout? Oui, c'est tout. C'est fini? Puis juste pour terminer, c'est une question très, très vague, mais quand même, je pense, emblématique de ce sujet-là. Est-ce que l'immigration, c'est un danger pour le Québec? Non, c'est pas un danger. C'est sûr que, le problème de l'immigration, c'est de savoir, mais on veut des personnes immigrantes pour faire quoi, dans quel contexte? C'est-tu permanent, c'est-tu temporaire? Puis c'est temporaire, c'est quoi le cadre pour ça? Moi, je pense que il y a peut-être des éléments à mieux clarifier, mais globalement, l'immigration, c'est une bonne chose. Moi, je pense que les gens qui ont immigré ici jusqu'à date et ceux qui veulent venir, amènent des vraies ressources, des connaissances, une volonté, puis aident au développement du Québec. Et ça, c'est démontrable. Il faut juste s'assurer que qu'est-ce qu'on veut est clair pour les gens qui vont regarder le Québec comme potentiellement un lieu pour y arriver. Puis voir de quelle façon on gère nos approches par rapport à la résidence permanente, le travail temporaire, puis l'accès par la suite. Et comment aussi on soutient les ressources comme les nôtres
pour faire un meilleur job, tu sais, d'aider les gens à trouver leur place au Québec. Parce qu'un des éléments qui moi, je trouve qui est aussi intéressant, original pour le Québec, c'est que, tu sais, le milieu communautaire est très, très, très partie prenante avec le ministère de l'Immigration sur le processus d'intégration et le soutien. Et ça, tu ne retrouves pas ça nécessairement de la même façon dans les autres provinces canadiennes. Et on pense que c'est un gage de réussite, ça, pour une meilleure intégration. Alors, il faudrait qu'on continue dans ce sens-là. Là, je prêche pour ma paroisse. Si on veut que l'intégration fonctionne à terme, court, moyen et long terme, il faut qu'on soutienne des organisations comme les nôtres qui font un travail important. Puis à ce sens-là, on est capable de démontrer la valeur de l'immigration aussi pour le Québec. Ben oui, parce que si les services fonctionnent mieux, les offres de services de promis ou de différentes organisations dans le milieu communautaire fonctionnent mieux, bien, ça donne un résultat tangible dans la société qui observe. Absolument. Puis tu sais, ça, c'est important pour nous. Puis on aime ça aussi travailler sur des aspects qui sont un peu aussi en parallèle. Tu sais, comment tu découvres le Québec. Bien, tu sais, nous, on pense que c'est important de mettre l'aspect aussi. On parlait de la culture tout à l'heure, mais les sports loisirs, c'est important aussi. Tu sais, moi, je suis un grand croyant, tu sais, que c'est important aussi d'amener les jeunes qui viennent d'ailleurs, tu sais, de découvrir les sports d'hiver. Tu sais, le hockey, mais le ballon-ballet, tu sais, le ski, tu sais, la raquette, parce que ça te permet, tu sais, de dire, OK, tu sais, je ne m'enferme pas l'hiver, je sors juste le printemps puis l'été, tu sais, mais en même temps, tu sais, je peux découvrir que le Québec, c'est sur l'année longue, puis il y a des façons aussi, tu sais, de découvrir ou de participer. On est grand fervent, tu sais, de l'intégration par le hockey pour les personnes immigrantes, c'est quelque chose qu'on aimerait voir à remettre en place. Des enfants. Merci des jeunes. Beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Bien. C'est tout. C'est bon? C'est good? Let's go. Okay. À Montréal. Non, parce qu'un des éléments que j'avais discuté, c'est que, tu sais, moi, j'ai jamais joué au soccer de ma vie. Moi, je fais partie des jeunes de l'Europe du Sud, les Portugais, les Grecs, les Italiens. On a juste joué au hockey, nous autres, l'hiver, puis on joue au baseball l'été. Dans ma génération, le soccer, on n'a pas connu ça, pas en tout. Il n'y en avait presque pas dans les années 70, quand nous autres, on était dans les parcs de Montréal. C'était juste les vieux immigrants qui jouaient au soccer. Tu sais comment ça a changé, hein? Aujourd'hui, c'est le contraire. Même les Québécois, tout le monde. C'est sûr que ça coûte bien moins cher jouer au soccer que jouer au hockey, là, mais quand même. C'est plus populaire chez les jeunes. Mettons sur Internet, puis tous les joueurs de soccer, ils sont très populaires. La Coupe du Monde, c'est très captivant. Fait que, à chaque Coupe du Monde, depuis les dernières années, tu vois qu'il y a une remontée de la popularité du soccer. Ah, c'est sûr. Puis, tu sais, moi, avec, quand je vois les tournois nationaux, internationaux, là, la Coupe du Monde, tu le regardes pour ce moment-là, mais je trouve pas que c'est bien engageant. Tu sais, je veux dire, c'est sûr, je suis beaucoup plus vieux. Mais quand je regarde les joueurs de soccer, je dis, tabarnouche, il ne durait pas 2 minutes sur la glace. Je sais pas, je ne veux pas être méchant. J'espère que tu as tapé ça. Non, il ne faudrait pas mettre ça parce que là, tous les joueurs de soccer de la province vont me tomber sur la tête. Dogwall.